Après toutes ces questions, je pense quelque peu techniques pour bien d'entre nous, je voulais entamer la question plutôt philosophique. Ah oui, c'est moi le maître de... Et je voulais commencer par cette question, l'homme est-il bon ou mauvais par nature? Alors je m'en suis rendu compte hier soir, quand je dis l'homme, il faut tenir en compte aussi que ça prend en compte aussi les femmes, hein. C'est l'être humain évidemment, parce que bon, mes slides, mes photos ne lèvent pas l'ambiguïté, parce que ce sont notamment un diable masculin, que certains pourront trouver peut-être sympathique d'ailleurs. Mais voilà la question que je voulais poser. L'homme est-il un être forcément irresponsable, nuisible, un parasite, ou bien est-il une créature légitime de l'évolution? Donc évidemment, la question comme ça posée peut être un petit peu, l'approche peut paraître un peu manichéenne, mais je pense qu'en fait cette question on est en droit de se la poser, tout simplement parce que de la réponse qu'on en donnera, ou qu'on n'en donne pas d'ailleurs, si on n'a pas de réponse, dépendront nos idées politiques, nos idées sur l'économie, la culture et tous nos actes. Donc évidemment, c'est une question importante et que nous nous posons évidemment aussi à Solidarité et Progrès. Et je vais vous dire, je vais amener une petite polémique, même à Solidarité et Progrès, je ne suis pas sûr qu'on sache absolument quelle est la réponse et que la question est plutôt de la rechercher. Donc la question c'est, doit-on y répondre scientifiquement ou est-elle seulement l'objet d'un choix subjectif? Ou bien encore, est-elle posée correctement? Ça, c'est la question. Donc moi, je voulais vous montrer un petit peu plusieurs manières d'y répondre, ou du moins plusieurs approches. D'une part, souvent, le réflexe que l'on aura, c'est que beaucoup d'entre nous pourront baser notre jugement sur des faits et dériver logiquement de ces faits une théorie qui concorde avec notre théorie. Donc on part des faits. En faisant cela, en fait, on opère par induction, c'est-à-dire on prend un fait particulier ou un fait qui se répète et on base notre jugement en le dérivant logiquement pour en faire une thèse universelle. Donc, le problème, c'est qu'il peut arriver, évidemment, que des faits se contredisent. Et en fait, dans toute discussion qu'on peut avoir avec des gens, en général, c'est oh ouais, c'est vrai, de toute façon, l'homme est mauvais, hein, regarde toutes ces guerres, regarde mes collègues au boulot, ils pensent qu'à eux, il n'y a pas de syndicat et tout ça. Et puis évidemment, quand on peut visiter une magnifique cathédrale, le paradoxe arrive, on dit mais quand même l'homme c'est magnifique ce qu'il fait. Et chacun va avoir, disons, ses faits en lui et va commencer disons, à dériver une théorie universelle. Donc le problème c'est que tous ces faits-là, de toute façon, tous ces des faits qu'on rassemblera, on aura toujours des contradictions en fait. Les faits sont toujours contradictoires. Et la question qui se pose derrière, c'est de savoir si on a l'honnêteté d'en tenir compte en transcendant la logique ou pas. Donc une autre manière de conclure, donc en rassemblant tous ces faits, c'est de dire que l'homme n'est ni bon ni mauvais. Hein, ça dépend des circonstances, ça dépend de son humeur, ça dépend. On peut répondre à la question de cette manière-là et sans aller plus loin évidemment, en disant voilà, bon, c'est ma réponse et puis voilà. Et il y a une autre manière de conclure aussi, qui est, dirons-nous, d'aller un peu plus loin, c'est de dire que l'homme tend à être bon quand il fait ce que la nature lui demande. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, finalement, on vient de transposer la question, en réalité, et on l'a posée différemment, parce que, en fait, la question n'est toujours pas vraiment répondue, on n'y a toujours pas répondu, mais la nouvelle question, c'est est-on en mesure de juger clairement ce que la nature nous demande? Voilà. Et c'est là, en fait, que se situe le vrai défi en politique, en science. C'est là que, en fait, consiste la recherche et la découverte des lois de la nature, qui permettent de situer justement l'humanité dans notre univers et d'agir en conséquence. C'est là la vraie question politique. Donc évidemment, c'est pour ça que, en fait, je voulais vous parler de ce scientifique qui est très peu connu en France, qui s'appelle Vladimir Ivanovitch Vernadsky, qui est un scientifique russe, dont nous sommes en train entre nous ici et aussi avec nos sympathisants, étudier les idées et vous expliquer un peu justement comment on peut répondre à cette question philosophique fondamentale en
en étudiant ce scientifique-là. Donc avant d'aller plus loin dans les idées de Vernadsky, justement, je voulais faire juste une parenthèse sur sa vie, parce qu'on va quand même parler de la France dont le monde a besoin, et il se trouve que Vernadsky a un lien très fort avec la France, et que beaucoup de Français ne le connaissent pas, et que ça c'est très important. Donc, premièrement, voilà, Vernadsky c'est celui du milieu. Il est né en 1863, donc dans la Russie tsariste à Saint-Pétersbourg, et il a étudié à la faculté de physique et mathématiques de Saint-Pétersbourg, où il a été un élève inspiré, on va dire, de deux personnages qui sont Dimitri Mendeleïev, qu'on connaît assez bien en général, et surtout Vassili Dokuchaïev, moins connu, qui est en fait le fondateur de ce qu'on appelle la pédologie, c'est-à-dire l'étude des sols comme un processus vivant. Donc Dokuchaïev, d'ailleurs, c'est lui qui demandera à Vernadsky de prendre la direction du département du sol, sous le pavillon français, non, sous le pavillon russe, pardon, lors de la grande exposition universelle en France à Paris de 1889. Donc Vernadsky aura son premier voyage donc, en France à ce moment-là. Et suite à cela, donc, Vernadsky va enseigner 20 ans à l'université de minéralogie, de cristallographie de Moscou. Il va enseigner la cristallographie. Mais pendant énormément d'années, Vernadsky va passer de plusieurs séjours en France, et en totalité, il passera 5 ans de sa vie à Paris, qui est la durée la plus longue qu'il a pu passer en dehors de la Russie, en fait. C'est important parce qu'il a fait quelques séjours de quelques jours, et aussi il a vécu 2 ans de 1922 à 1924 à Paris. Donc il a travaillé en tant que chercheur en France et conférencier au Collège de France, à la Sorbonne, à l'École des Mines, ainsi que l'Institut Curie ou l'Institut Radium. L'Institut du Radium, pardon, c'est la même chose. Donc il a travaillé sur la minéralogie, la cristallographie, la géologie. C'était quelqu'un d'extrêmement polyvalent. Et beaucoup de scientifiques ont collaboré avec lui, notamment 2 qui sont très peu connus, qui sont Ferdinand Fouquet, qui avait son propre laboratoire de minéralogie à Paris, et Henri Le Châtelier de l'École des Mines. Donc il a travaillé avec ces 2 personnages. Et il va en France se familiariser avec les travaux de Pasteur et de Pierre Curie, qu'il n'aura pas connu. En fait, Pierre Curie sera mort avant que Vernadsky le rencontre. Et ces 2-là, Louis Pasteur et Pierre Curie, ont été de grandes sources d'inspiration en fait pour Vernadsky. Et il va collaborer, par contre, il la rencontrera, Marie Curie, il va collaborer avec, et Frédéric et Irène Joliot-Curie, dont il aura de cesse d'admirer le travail que ces personnes auront fait en France. Donc, dans les années 20, Vernadsky sera élu membre correspondant de l'Académie des sciences françaises, donc il sera très très lié à l'Académie des sciences françaises, et il présidera l'Institut du Radium à Pétrograd, en correspondance avec l'Institut du Radium en France, donc avec les Curie. Et notamment, comme l'exprime Vernadsky dans les notes de son journal intime, de son journal que l'on a réussi à récupérer, il dit, voilà, comparé à Munich, je cite, donc Munich, il est allé justement, avant d'aller en France, il est allé étudier à Munich. Comparé à Munich, mes liens avec la France ont été bien plus forts et le seront restés tout au long de ma vie. Et toujours selon lui, justement, en allant en France, il écrit à sa femme et il dit, c'est en allant en France que ma pensée se tourne de plus en plus vers des problèmes philosophiques. Et justement, c'est en France qu'il va véritablement commencer à écrire énormément de choses sur ses découvertes. Il va d'ailleurs rédiger la plupart de ses travaux en français, beaucoup, et surtout issus de plusieurs conférences qu'il aura faites à la Sorbonne et au Collège de France, dont un gros bouquin énorme s'appelle La géochimie, et aussi une conférence sur la radiogéologie, c'est-à-dire l'impact de la radioactivité sur la géologie, sur l'écorce terrestre et la géologie en général. Mais alors bon, ça c'est la vie de Vernadsky en France. Juste pour dire en plus, Vernadsky c'était pas juste un scientifique, c'était un homme politique, et les 2 vont ensemble, un très grand homme politique. Il a été très important en Russie, ce qui lui a permis d'ailleurs de se protéger dans une certaine mesure, mais aussi d'avoir beaucoup d'ennuis. Il a été le fondateur d'un parti qui s'appelle le Parti constitutionnel démocrate. Il a été membre du Conseil d'État, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale russe en 1905 et 1915, et on lui doit en Russie l'impôt sur le revenu. C'est lui qui a fait passer l'impôt sur le revenu, je crois même avant Jaurès, en tout cas. Et donc, c'est quelqu'un qui restera un humaniste tout le long de sa vie.
défenseur des droits politiques et des libertés politiques et des droits de l'homme. Il va lutter vraiment contre la pauvreté. Il va jusqu'à défendre notamment les étudiants à l'université de Moscou, parce qu'ils seront très maltraités pendant les différentes périodes de changement de régime et de révolution. Et lui démissionnera de l'université de Moscou et il sera un fervent opposant aussi bien au régime tsariste que la révolution bolchevique, ce qui lui valera notamment de devoir s'exiler en Ukraine après 1917. Mais bon, il va en Ukraine et il perd pas son temps en Ukraine. Il fonde l'Académie des sciences ukrainiennes, il la prédise et il continue à travailler et il ira en France aussi à ce moment-là. Mais ça explique aussi pourquoi, en fait, Vernadsky a totalement été oublié. C'est qu'après sa mort en 1945, sous le régime stalinien et durant tout le régime stalinien, Vernadsky a été totalement balayé des archives. Si vous voulez par là, il a été jamais publié. Et on a laissé la place notamment à Alexandre Oparin, qui est ce biologiste scientifique, dont on a hérité de la fameuse théorie de la soupe primordiale qui aurait donné la vie. Donc ça vient d'Oparin. Et on a totalement éludé les travaux de Vernadsky jusqu'à la mort de Staline, en tout cas jusqu'à la fin du stalinisme. Et c'est pour ça que la plupart de ses écrits n'ont été découverts, même en Russie, que très tardivement, dans les années 80-90. Donc, ça c'était pour donner une idée de la vie de Vernadsky. Maintenant, Vernadsky... Ouais, allons voir dans ses idées. C'est le fondateur d'une discipline qui s'appelle la biogéochimie, donc, qui allie la biologie, donc l'étude des organismes vivants, et la géochimie, c'est-à-dire qui allie la géologie et la chimie. La géologie, l'étude de l'écorce terrestre et de l'histoire de l'écorce terrestre, et la chimie de cette écorce terrestre, et pas seulement de l'écorce terrestre, mais de tout ce qui a lieu, des grands cycles des éléments, vous voyez le carbone, l'hydrogène et la plupart des éléments qui vont de l'atmosphère vers la croûte terrestre et des fois même l'impact des magmas et du volcanisme dans la géologie. Donc il combine l'idée que le vivant doit être vu comme une force géologique, comme un principe géologique. Donc c'est comme ça qu'il amène la biogéochimie. Donc pour lui, la biogéochimie, ça consiste à étudier l'impact chimique de la vie sur la surface de la Terre. Donc maintenant, j'aimerais utiliser une animation pour présenter un petit peu l'idée qu'on devrait avoir du vivant et qui souvent, disons, du temps de Vernadsky s'oppose. Alors c'est l'animation qui est là. Vous voyez trois types d'animaux là, schématisés, un amphibien, un reptile, un mammifère. Et en biologie, normalement, on les distingue par leur morphologie, leur mode de vie, et leur mode de reproduction, et aussi par ce qu'on appelle le métabolisme. Alors le métabolisme, c'est ce qu'on pourrait définir simplement comme la mesure de son activité physique et chimique, parce qu'on est très actif en fait. Et vous voyez, tout organisme est continuellement en interaction chimique avec son environnement. Ça, on a tendance à l'oublier, mais ne serait-ce que par la respiration, la nutrition, sans oublier la reproduction. On sait aussi que ce qui nous compose chimiquement, tout ce qui nous compose sont des éléments que l'on capte dans notre environnement. Et continuellement, on a de nouveaux éléments chimiques qui arrivent dans notre organisme et qui participent à son développement pendant qu'il y en a d'autres qu'on rejette. Et on estime qu'en l'espace de quelques années, d'une dizaine d'années, la quasi-totalité de notre organisme s'est régénérée avec de nouveaux éléments. Vous n'êtes jamais le même. Vous êtes un processus. Alors, tu es allé trop loin, mais c'est pas grave. C'est jusqu'à la minute... Ah non, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Donc, en fait, nous ne sommes pas une chose en soi, mais on est un processus continuel de développement et d'interaction avec notre environnement. Et ça a une importance extraordinaire pour la vision que Vernadsky a du vivant. Pour Vernadsky, ça veut dire une chose, c'est qu'il n'y a aucune expérience physique ou chimique qui n'a pu contredire un fait essentiel, c'est que tout organisme vivant, ni un organisme vivant, ni l'environnement dans lequel il vit, ne peuvent exister indépendamment l'un de l'autre. On n'a jamais vu un organisme vivant dans quelque chose, parce que comme on le voit, on est directement lié à cet environnement. Donc les deux coexistent en permanence. Donc ça, c'est ce qui amènera Vernadsky, on voit très mal, mais c'est qu'en considérant la vie dans son ensemble, incluant la matière vivante, de même que ce qu'elle transforme chimiquement,
et qui est essentiel à son existence, les deux coexistent, Vernadsky crée le concept de biosphère, c'est-à-dire le champ dynamique d'action chimique et physique de la vie. Donc c'est cette fine couche, qu'on connaît bien, à la surface de la Terre où la matière vivante agit en permanence. C'est une couche très mince qui reçoit en permanence le rayonnement du Soleil et qui est située entre les entrailles de la Terre et le cosmos, et qui est perpétuellement liée au vivant. Donc la biosphère, c'est le concept vraiment que Vernadsky amènera dans les années 20. Il aura écrit justement ce livre qui est le plus connu de lui, qui a été écrit en 1926, La biosphère, écrit en français d'ailleurs. Donc maintenant, je voulais aller un petit peu plus en avant sur comment dans la biosphère évolue le règne animal. Parce que vous avez... Oh, vas-y, tu peux y aller. Vous avez donc ces trois types d'animaux qui sont l'amphibien, qui est une espèce plus ancienne, et vous voyez le métabolisme schématisé par le flux. Les reptiles, vous voyez les choses s'accélérer en termes de métabolisme, et le mammifère. Vous allez voir. Donc, voilà. Donc, il y a de plus en plus d'énergie justement chez le mammifère. Alors, pour le slide, je voulais vous montrer, suite à cela, un graphique où vous voyez représenter l'énergie consommée par les trois types de familles distinctes, par trois animaux qu'on a pris, qui sont à peu près de taille relativement identique. Et ça permet, disons que c'est l'énergie consommée par leur durée de vie, c'est-à-dire les joules par unité de masse et par durée de vie, durant leur durée de vie. Donc on voit, ça donne un ordre de grandeur, et soit dit en passant, vu sous cet angle, un écologiste luttant contre le surplus de consommation énergétique, si, disons, il est honnête dans sa démarche, il ne devrait pas hésiter à attaquer le règne des mammifères pour son goût très prononcé à la consommation d'énergie comparé à ses congénères reptiles et amphibiens. Alors pour Vernadsky, ça, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est considéré... Alors, il faut savoir que Vernadsky, d'ailleurs, pour beaucoup d'écologistes en France, il est considéré comme le père de l'écologie. Mais il faudrait qu'ils aillent étudier un petit peu plus ce qu'il a écrit, parce que, évidemment, justement pour Vernadsky, ça, ce n'est pas un problème. Au contraire, ce que ça veut dire, c'est que cette croissance du métabolisme et de la consommation d'énergie par la vie n'est pas un problème, c'est le fruit d'un progrès opéré par la nature elle-même, évoluant dans une direction donnée vers un accroissement de ce qu'il appelle lui-même, ce qu'on appelle l'énergie biogéochimique, l'énergie issue de l'action du vivant. Alors entendons-nous bien, pour Vernadsky, il va falloir que j'accélère la migration biogénique des idées. Pour Vernadsky, la vie n'est pas une nouvelle forme d'énergie. C'est un principe qui organise l'énergie et la matière. C'est très 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 important. C'est un principe qui la convertit en un travail et sous des formes chimiques plus efficaces et plus énergétiques. La vie n'est pas, en ce sens, elle n'épuise pas l'énergie qu'elle utilise, elle la rend plus efficace. Donc elle n'est pas anthropique, elle n'est pas en train d'épuiser l'univers. C'est un phénomène que tous les physiciens reconnaissent. La vie n'est pas anthropique. C'est pas comme une machine qui s'épuise. C'est tout le contraire. Donc, voyant tout cela, sur des centaines de millions d'années, en fait, d'évolution de la Terre, que la géologie nous a permis de mesurer, Vernadsky constate que la biosphère a été constituée au départ de micro-organismes et a ensuite évolué vers des formes multicellulaires, n'a cessé de croître et de coloniser l'espace terrestre et aérien, et est devenue en fait une force géologique dominante, plus puissante et créatrice. Donc le critère développé par Vernadsky, ça c'est très important aussi, pour mesurer l'effet de cette force, c'est la vitesse et la distance de plus en plus grande et importante que les éléments chimiques dans la biosphère parcourent sur la surface de la Terre et dans la biosphère. Ce qu'il appelle la migration biogène des atomes. Biogène, ça veut dire créé par la vie, par le biologique, généré. Donc on voit sur l'évolution que, disons, le vivant a colonisé, et surtout s'est rendu de plus en plus efficace pour faire migrer les atomes de plus en plus rapidement. Alors je prendrai juste un exemple assez important, c'est les oiseaux qui sont apparus il y a 150 millions d'années et qui ont bouleversé en fait le cycle des éléments chimiques, puisque auparavant les éléments chimiques allaient de la Terre vers l'océan
charriés par les rivières, mais l'évaporation de la mer ne permettait pas à tous les éléments de revenir sur les continents. Et quand les oiseaux sont arrivés, ils ont totalement bouleversé et inversé le cycle chimique, et certains éléments chimiques qui ne jouaient aucun rôle sur Terre se sont mis à jouer un rôle extrêmement important, comme le phosphore, entre autres, et d'autres éléments. Vous avez aussi les plantes et la photosynthèse ont complètement bouleversé la chimie du carbone, de l'oxygène, et rendu les choses de plus en plus énergétiques. Donc, Vernadsky, lui, parle de la pression de la vie, qui au cours des temps géologiques s'est étendue aux limites de ce que les lois physiques lui permettaient, et la vie a fait preuve d'une extraordinaire inventivité. Alors voilà comment je résumerai rapidement, enfin, je n'ai pas fini encore, mais ce que scientifiquement on peut caractériser comme l'évolution naturelle de la vie, vous voyez. On a l'énergie consommée par tête, par individu, et on commence par les espèces aquatiques, les amphibiens, les reptiles, les mammifères, chacun apparaissant et augmentant la consommation d'énergie et l'activité énergétique par tête dans la biosphère. Sauf que le petit piège, c'est que ce graphique-là ne représente pas tout à fait ce que je vous montre. Ça représente quelque chose qui est un constat qu'on a fait plus récemment, qui est en fait l'énergie consommée par tête d'êtres humains, notamment aux États-Unis. Ça, c'est un échantillon pour les États-Unis, mais qui vaut aussi pour l'humanité. C'est-à-dire, c'est le développement industriel et scientifique et technologique de l'homme qui s'est donné les moyens d'organiser la matière et l'énergie pour permettre plus de travail par unité de surface, de temps et par individu, grâce à ces découvertes fondamentales et les sauts technologiques correspondants. Donc l'homme, il a su transformer son environnement pour le rendre habitable pour plus d'individus et permis même l'accroissement du développement du vivant. Donc ça, c'est, je pense, une piste intéressante pour répondre à la première question qui était posée, à savoir qu'est-ce qui est le plus naturel et en quoi l'homme est un être naturel. En tout cas, pour Vernadsky, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ce que la biosphère est devenue comme force géologique, l'homme de son temps, le temps de Vernadsky, de notre temps, non plus par ses capacités biologiques, mais par ses capacités créatrices et par le progrès technique, par ses découvertes scientifiques et culturelles, est devenu une force géologique. Donc il agit dans la continuité de la biosphère, mais tout en accélérant le développement et devenant lui-même une force géologique dominante et sur la surface de la Terre, mais même potentiellement au-delà. Nous, on peut aller justement au-delà, comme le montrait justement Benoît ce matin. Donc, l'homme fait émerger une nouvelle ère, qui est l'ère de la noosphère, en analogie à la biosphère. Noos veut dire le pensant, l'esprit, la capacité de créer. Et la noosphère, c'est le domaine d'action de la pensée humaine, ayant la capacité d'étendre son action dans le système solaire. Mais pour finir, donc, pour deux minutes de plus, je voulais quand même conclure avec quelques mots de Vernadsky et de Paul Langevin. Alors, j'espère que les gens peuvent lire. En même temps, je vais lire des citations qui sont issues de deux écrits, donc au sujet des problèmes fondamentaux en biogéochimie de 1938, et Paul Langevin, qui est son contemporain en France, dont vous verrez la photo tout à l'heure. Donc, Vernadsky dit la chose suivante. Nous vivons une nouvelle époque géologique. L'homme, par son travail et sa relation consciente à la vie, est en train de transformer la Terre. La région géologique de la vie, la biosphère. L'homme fait naître un nouvel état de la biosphère. À travers son travail et sa conscience, la biosphère est en transition vers la noosphère. L'homme est en train de créer de nouveaux processus géochimiques qui n'avaient jamais encore existé. On est, par exemple, en train de créer sur notre planète des masses énormes de nouveaux métaux purs ou de leurs alliages qui n'avaient jamais existé sous cette forme auparavant, comme l'aluminium, le magnésium ou le calcium. La vie animale ou végétale se change et se réorganise de la façon la plus drastique. De nouvelles espèces et de nouvelles races sont générées. La face de la Terre change de façon drastique. L'étape de la noosphère est en train d'émerger. La biosphère de la Terre vit une gigantesque floraison dont le développement futur nous apparaît grandiose. C'est un optimiste. Dans ce processus géologique, qui est fondamentalement un processus biogéochimique, un seul individu vivant, une grande personnalité, qu'il s'agisse d'un scientifique, d'un inventeur ou d'un dirigeant politique, peut avoir un rôle fondamental, décisif, directeur et se manifester en tant que force géologique. L'émergence de ces individualités dans des processus ayant une grande importance biogéochimique
est un nouveau phénomène planétaire. Il émerge et se manifeste de façon toujours plus aiguë et profonde, au cours du temps, depuis les 10 000 dernières années, à comparer aux milliards d'années de l'histoire de la biosphère pendant lesquelles ce phénomène n'existait pas. Donc ça, c'est la première citation de Vernadsky, à laquelle répond Paul Langevin. C'est une contribution donc, de l'enseignement des sciences physiques à la culture générale. C'est une conférence qu'il a faite en 1931, qui dit la chose suivante. Les élèves doivent être amenés à sentir l'importance de ce développement de l'esprit et qu'indépendamment des forces que la physique et la chimie nous font découvrir, il en est d'autres constituées par l'activité spirituelle qui fait, elle aussi, partie de la réalité et peut contribuer à transformer le monde. De même que nous commençons à entrevoir les liens qui existent entre la gravitation et l'électromagnétisme, considérés jusqu'ici comme deux groupes de phénomènes totalement différents, de même nous pouvons espérer que les forces physiques et les forces spirituelles nous apparaîtront plus tard unifiées dans une synthèse plus haute qui fera apparaître l'esprit comme l'un des aspects des forces de l'univers. Et pour finir, Vernadsky, qui répond « Dans la biosphère et la noosphère écrit à la fin de sa vie, l'homme est devenu sous nos yeux une force géologique puissante et toujours croissante. Sa force ne dérive pas de la matière, mais de son cerveau. Si l'homme comprend cela et ne l'utilise pas pour sa propre destruction, un avenir immense s'offre à lui dans l'histoire géologique de la biosphère. » Merci.